Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le droit et le travers. Lise Gutmann. Radio J. Nathanaël Meister, bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J. Bonjour Lise. Alors, Nathanaël Meister, donc je rappelle, vous êtes maître Nathanaël Meister, vous êtes avocat. Aujourd'hui, on va pas vraiment évoquer nos thèmes habituels sur le droit romain, le droit hébraïque, etc. Mais on va parler, comme vous l'avez souhaité, de ce qu'était le kibbutz Be'eri. Alors, pourquoi ce thème ? Eh bien parce que le kibbutz Be'eri a été le lieu d'une tragédie le 7 octobre et qu'on commence à avoir un certain nombre de témoignages sur ce qui s'est passé, comment les gens ont défendu ce kibbutz, comment l'armée est intervenue, et qu'il me semble que c'est intéressant de retracer à la fois ce qui s'y est passé, les actes de résistance remarquables qui ont eu lieu et la façon dont l'armée est intervenue, ce qui pose des questions intéressantes et nécessaires à aborder. Bien sûr. Alors, le kibbutz Be'eri, c'était un kibbutz bien calme dans lequel les gens vivaient tranquillement. Le mot Be'eri, on s'est tous demandé d'où ça venait, parce qu'on peut le prononcer. Il y a des mots en hébreu qu'on peut pas prononcer en français ou qui sont plus ou moins. Là, c'est B-E-E-R-I. Et figurez-vous que le kibbutz Be'eri, c'est le diminutif de Berl Katznelson. Alors, Berl Katznelson, il y a plein de rues en Israël qui sont des rues Katznelson. Et en fait, Katznelson, il a fait son alia en 1909. Il arrive en Palestine ottomane. Il travaille dans l'agriculture et en fait, il est devenu un des piliers liés des organisations sionistes de gauche liées à la Histadrout. Il a été aussi le premier rédacteur en chef du quotidien Davar et il décède en 1944. Alors c'est important de le préciser et c'est à la mémoire de celui qui était un chaloutz, un pionnier qui a fondé les mouvements pionniers en Palestine de l'époque, en tous les cas, que le kibbutz Be'eri a pris son nom. Et en 46, 2 ans avant l'indépendance de l'État d'Israël, sur les valeurs qu'il avait instaurées avec ses camarades, et bien sûr, c'est autour de ces valeurs, c'est là que le kibbutz et les anciens camarades de Katznelson ont donc décidé de créer ce kibbutz. Merci pour ce rappel, Lise. Oui, c'est vraiment important. Et une deuxième chose très très vite, c'est que ce kibbutz avait, depuis le départ et depuis toujours, avait gardé les valeurs du socialisme, de partage, de la main tendue aux Palestiniens. Oui. Il y avait des vrais échanges qu'ils croyaient solidaires, amicaux, et on sait ce qui s'est passé. Mais c'était un kibbutz qui avait conservé ses valeurs d'origine. Complètement. On m'a raconté que... Mais d'abord, c'était un kibbutz riche. C'est un kibbutz qui abritait la plus grande imprimerie israélienne. Oui. Et c'est l'imprimerie de tous les papiers d'identité, les permis de conduire, les cartes bleues en Israël. Donc c'était un kibbutz qui avait un vrai chiffre d'affaires, mais et avec des habitants, avec des infrastructures qui étaient quand même tout à fait agréables. Piscine, terrain de tennis, lieu pour les personnes âgées, oui. Centre médical, etc. Et dans lequel le patron gagnait comme la secrétaire. L'ensemble des salaires n'était pas reversé aux gens, mais par contre, leur vie quotidienne était prise en charge par le kibbutz. Comme dans les kibbutzim traditionnels. Avec un pécule d'environ 200 € par mois, mais avec également un dividende qui leur était versé chaque fin d'année. Et chacun avait son rôle dans ce kibbutz, et notamment les gens qui participent à cette équipe de protection civile qui s'appelle la Kitat Konenut et qui a été fortement sollicitée le 7 octobre lorsque, vers 6h30, les premiers assaillants commencent à entrer dans le kibbutz et que Arik
Chronique, Arik Chronique, qui est l'un des chefs de cette Kitat Konenut, se demande qu'est-ce qui se passe, sort de sa maison, va investiguer, se rapproche des grilles et est tué sur le coup. Il faut dire à ce moment-là que ils ne sont pas armés dans l'ensemble. Ils sont pas armés et il y a un second problème, c'est que l'ensemble des munitions est dans une armurerie. La Kitat Konenut. Oui. Certains ont conservé leurs armes, mais ils sont rares à avoir Les conservé. Israéliens du kibbutz ne sont pas armés. Je parle de la Kitat Konenut, de cette brigade d'intervention qui comporte 11 membres. Oui. 9 étaient sur place ce jour-là. Oui. Et il faut rappeler que 5 sont morts le 7 octobre. C'est un petit peu de ces gens-là dont on va parler aujourd'hui. Il sort, certains ont des armes et pas de munitions, certains n'ont pas d'armes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de se les faire voler par les Bédouins qui travaillent dans le kibbutz et que, comme vous le savez là-bas, les portes sont ouvertes, tout le monde laisse éventuellement les armes à la maison. Ils n'ont pas l'habitude de fermer leur domicile. Donc, il y a des questions de sécurité qui sont légèrement défaillantes. Et légèrement, Arik, oui, très. Arik a la clé de l'armurerie sur lui lorsqu'il est abattu. Clé qu'on n'a jamais retrouvée. Et donc, il a fallu que les membres de la Kitat Konenut se battent avec les armes trouvées sur leurs camarades morts, avec des munitions en nombre insuffisante, de 6h30 jusqu'à l'arrivée des premières forces armées qui progresseront très lentement, et on va revenir sur cette chronologie après. Les assaillants entrent dans le kibbutz et trouvent donc une résistance très faible, puisqu'on vient de parler de 9 hommes mal armés ou peu armés, avec des munitions en nombre insuffisant et qui se font tuer pour les premiers extrêmement rapidement. De quoi s'aperçoit-on quand on regarde aussi les témoignages qui nous sont livrés, et notamment je me réfère à un excellent article de Reuters qui a fait une reconstitution précise des événements de Be'eri. Il y a non seulement des assaillants armés, on a évalué leurs chiffres à entre 250 et 300, et lourdement armés. Les militaires qui sont intervenus sur place m'ont dit qu'ils avaient retrouvé des sacs, de très grands sacs, avec un très grand nombre de grenades, de RPG, d'armes automatiques de très haut niveau, un nombre de munitions extrêmement important, ce qui confirme d'ailleurs à la fois qu'ils étaient peut-être là pour faire un siège, mais surtout qu'ils avaient décidé d'une progression bien plus importante dans le territoire israélien, comme ce que vous avez dit tout à l'heure aux informations. Oui. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi des civils avec eux. Il y a des Palestiniens très jeunes qui viennent armés de machettes et de couteaux, avec des armes blanches. Autrement dit, ils ont associé des populations civiles au massacre. Et ça, on le dit pas assez, mais c'est vrai. Ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit, c'est Ça vrai. n'est pas dit, ça Oui. n'est pas soulevé. Et il y a aussi des populations qui viennent, des populations civiles qui entrent sans armes. Mais avec quoi ? Avec de grands sacs. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un pillage. C'est pas seulement des massacres. C'est pas seulement que chaque maison a été fouillée très minutieusement par les assaillants, afin de ne laisser aucun survivant. Les lits retournés, les mamades incendiés, toutes les stratégies pour faire sortir les gens du mamad et les tuer, lancer des grenades quand c'est possible, les RPG, exploiter la moindre faille. Il y a eu des attaques à la grenade sans arrêt. Mais pas seulement. Il y a aussi eu des pillages. C'est-à-dire que les écrans télé ont été emportés. Le cash, les maisons ont été fouillées, le cash était pris, les bijoux de famille étaient emportés. Il y a eu un pillage systématique et pas par les assaillants, par des gens qui les accompagnaient. Qui sont-ils ? Ont-ils été identifiés ? D'où viennent-ils ? Qui sont ces populations civiles ? Et c'est là que la qualification de crime contre l'humanité que nous avons choisi, que j'ai choisi avec les clients dans cette affaire s'impose d'autant plus qu'on voit qu'il y a une association entre des groupes terroristes et des populations civiles locales pour aller massacrer d'autres civils. Alors, on va quand même rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que dès les premiers jours de la guerre, vous faites partie des avocats qui ont décidé de porter plainte contre le Hamas. Et j'ai déjà évoqué pour crime contre l'humanité. Et j'ai déjà dans des plaintes précédentes, parce qu'il y a des gens qui étaient au festival Nova et qui ont vu des enfants en armes également. Oui. Et des enfants lancer, des jeunes gens de 8 à 12 ans, lancer des pierres sur les voitures. Enfants. Aux côtés de ceux qui tiraient. Donc la présence des populations civiles sur les lieux du massacre et la participation à la fois au massacre et au pillage commence à être attestée. Et c'est un point sur lequel il ne faut absolument pas lâcher, Bien parce que sûr. ça fait partie de l'identité de ces événements. Alors revenons un instant à cette Kitat Konenut. Oui. Qui s'organise progressivement
à partir d'un lieu qui est le centre médical. Et on peut rendre hommage ici à 2 d'entre eux. Ethan Haddad, garçon remarquable, qui était le commercial de cette imprimerie, qui dirigeait toute la force commerciale de cette imprimerie et qui, ce jour-là, a dû aller chercher une arme sur un camarade mort, s'est réfugié dans le centre médical, puis est sorti avec son copain Charar, Tsemak, et tous les deux, devant le centre médical, en se cachant, se sont battus pendant des heures, utilisant le stock de munitions qu'ils avaient pu récolter, jusqu'à l'épuisement de leurs ressources, jusqu'à l'épuisement de leurs munitions, à se réfugier dans le centre médical, où se cachait également une nurse, une paramédic et un médecin. Et sur ces 3 personnes, il n'y a que une jeune femme qui a survécu. Elle s'était cachée sous l'évier, recroquevillée dans la position fétale. Et la façon dont Charar et Ethan ont été tués. Ethan, par un coup de fusil et blessant, gisant dans son sang, un terroriste arrive et lui dit en hébreu, et en dégoupillant une grenade et en la lançant sur lui, tiens, ça c'est pour juste rigoler avec toi. Et comment on sait ça ? On le sait parce qu'il y a ses camarades qui n'étaient pas loin qui ont témoigné, l'un d'entre eux qui était caché, qui a témoigné de ses dernières paroles et de la mort de Ethan Haddad, qui s'est battu comme un héros. Et je voudrais saluer sa compagne. Je voudrais saluer sa compagne qui est française, qui s'appelle Gaëlle Lechen, qui a beaucoup souffert et qui aujourd'hui certainement nous écoute parler de on la salue, on est avec elle. Pendant ce temps-là, il est à ce moment-là environ 13h. Pendant ce temps-là, depuis midi, le 1er bataillon de militaires est intervenu à Be'eri. Ils étaient stationnés près de la mer Morte. Ils ont été réveillés à 7h30. 7h30, les attaques avaient commencé depuis 1 heure. À 7h30, ils se mettent en mouvement. Ils savent qu'il y a une attaque terroriste. Ils prennent les munitions. On leur envoie, et Dieu merci, bravo les forces israéliennes, 6 hélicoptères de transport de troupes. En 20 minutes, ils sont sur le village de Aloumim, qui est à 3 km de Be'eri. Là, ils se heurtent à une résistance terrible. L'hélicoptère est touché par une roquette en vol. Il manque de s'écraser au sol. Le pilote est blessé. Il s'extirpe de cet hélicoptère. Au moment où ils sont tous sortis, une seconde roquette pulvérise l'appareil. Ils mettent à peu près 1 heure de combat et de marche pour rejoindre le kibboutz de Be'eri. À midi, ils entrent. Et là va commencer une progression extrêmement lente. Et pendant donc de 6h30 à midi, les gens avaient été massacrés en se demandant où était l'armée et en souffrant seuls avec très peu d'intervention. À partir de midi, on commence à voir que l'armée est sur place, mais en petit nombre. Ils sont 60, 300 assaillants, 60 militaires qui connaissent peu les lieux et qui vont progresser très lentement, de maison en maison, tenter d'éliminer les résistances, jusqu'à 17h, au moment où des forces armées beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus structurées, beaucoup d'élites vont arriver sur place pour aider à en terminer sur des combats qui vont durer 2 jours de plus. Et alors, oui. Pour terminer, juste un dernier hommage là-dessus, à 17h va mourir sur place un autre garçon remarquable et merveilleux dont il faut parler. Il s'appelle Valentin Elie Guénassia, voilà. C'est un soldat. Il vient de Montpellier. Il s'était engagé dans l'armée 18 mois avant pour faire son parcours d'intégration et obtenir la nationalité française. À 17h, alors que les combats, après qu'il se soit battu pendant 6 heures d'affilée, il est touché d'un tir dans la tête. Ce sont les derniers instants de ce garçon. Et on peut rendre hommage à ce Français de Montpellier qui est parti mourir pour Israël. Qui était ce qu'on appelle Khayal Bodet, c'est-à-dire un soldat isolé qui n'avait pas de famille en Israël, mais qui était parti pour se battre en Israël. Pour devenir israélien, en tous les cas, et faire son armée. De profil aujourd'hui, Ethan Haddad, fils de kibbutznik, fils des grandes familles de ce kibbutz Be'eri, qui est mort en défendant ce kibbutz. Et Valentin Elie Guénassia, qui est mort au combat, français, faisant son intégration, 2 figures de notre peuple auxquelles on peut rendre hommage aujourd'hui. Merci beaucoup vraiment Nathanaël Meister pour toutes ces explications si importantes et on vous retrouve très bientôt pour continuer. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous traitez les dossiers qu'on vous donne en fait suite à ce massacre qui a eu lieu en Israël et que donc vous avez porté plainte contre le Hamas pour crimes contre l'humanité. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Radio J.